C'est parti. Eh bien, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler d'un sujet qu'on a intitulé «Les outils digitaux permettent-ils aux juniors d'apprendre plus vite?» On sait qu'aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite et que pour faire en sorte que des populations juniors adhèrent notamment à des outils aujourd'hui, il faut que ces outils soient le plus sexy possible et proches, je dirais, de leurs pratiques usuelles personnelles. Et donc, pour traiter ce sujet ce matin, deux invités, Charlotte et Yvonique. Je vais d'abord laisser Charlotte se présenter. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous, alors moi je suis Charlotte Chabert, je suis en charge du marketing produit chez Bidiz. Un petit mot sur Bidiz rapidement. Oui, tout à fait, alors Bidiz c'est une plateforme de formation, enfin un LMS, et en fait notre plateforme elle va vraiment intervenir sur 3 volets bien distincts, donc la création et l'implémentation de contenu de formation, la diffusion et l'animation du contenu, et bien sûr tout un volet côté back-office avec la gestion et les statistiques de performance de la formation. Et puis Yvonique. Bonjour Yvonique. Bonjour à tout le monde. Donc Yvonique Bernard, je suis chef de projet innovation et technologie pour Aftech Formation. Donc Aftech Formation, c'est un centre de formation par apprentissage historique puisqu'on existe depuis 1991 et EOF, donc organisme de formation également. Donc on forme à l'année 1500 apprenants donc de manière assez classique, avec une majorité sur des certifications éducation nationale, donc BTS jusqu'au Master 2, sur des champs aussi divers que les champs de la comptabilité, du support à l'entreprise, de l'informatique, du commerce également. Et puis on a aussi une dimension sur les diplômes de l'industrie, donc notamment en milieu industriel, la régulation dans les centrales nucléaires notamment. Puis on a une deuxième activité qui est l'activité de préparation au retour à l'emploi, enfin tous ces programmes qui sont liés aux régions, à Pôle emploi et à d'autres partenaires sociaux. Et une troisième activité qui est en évolution constante, c'est la fabrication de formations sur mesure pour les entreprises. Donc on a un peu tout le panel de ce type de formation. Alors profites-en, fais ton marché, parce qu'il y a peut-être des gens qui recherchent des alternants. Quelles sont les filières où tu as principalement des alternants? Alors, on travaille beaucoup sur les domaines commerciaux, mais ce qui est normal puisque c'est le marché aussi de l'emploi qui veut ça. Donc, BTS NDRC, BTS MCO, donc qui sont les deux grandes parties du commerce actuellement. On travaille énormément aussi sur le secteur de la compta qui demande aussi beaucoup de main-d'œuvre, donc que ça soit du BTS comptabilité gestion, du DCG, du DSCG. On travaille aussi avec des titres, notamment le titre gestionnaire de paie. Dont on a deux modèles, dont on offre deux modalités, puisqu'on le fait à la fois en formation continue et puis on le fait aussi en formation par alternance sur un an, bon, sur 8 mois exactement en fait. Donc qui délivre le titre gestionnaire de paie, titre ministère du Travail. C'est bien parce que ce soit compta ou paye, c'est pas du tout des métiers pénuriques en ce moment. Tout à fait, ce sont des domaines où on remplit bien parce qu'il y a à la fois la demande des entreprises et en même temps on a des candidats sur ces champs-là. L'industrie, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a des emplois en fait en France, hein. Dans l'industrie, il faut savoir qu'il y a des emplois. Par contre, les étudiants, les personnes intéressées sont moins nombreuses en fait que les offres. Ce qui est dommage parce que en termes de rémunération, ça a beaucoup évolué dans ces champs-là aussi. Ouais. Ah oui. Alors pourquoi vous êtes là ce matin tous les deux? Évidemment parce que vous collaborez, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'origine de ce partenariat entre vos deux structures? Je sais pas qui veut. En fait, on utilisait jusqu'à il y a quelques années, en fait, comme beaucoup de centres, une plateforme Moodle, en fait. Mais la plateforme Moodle était devenue trop difficile à gérer par rapport au volume qu'on mettait sur cette plateforme. Bon, Moodle, c'est très bien, mais c'est un peu une usine à gaz, en fait. Et quand on n'a plus le temps de gérer tous ces réglages hyper fins, en fait, il nous fallait un outil plus facile à gérer et en même temps un outil qui soit plus actuel avec nos publics, avec nos cibles. On a une grosse masse de 80% de nos apprenants qui ont entre 18 et 22, 23 ans, globalement. Donc, on est dans une population qui utilise tout d'abord déjà majoritairement leur smartphone pour faire tout dans la vie, et puis qui apprécie des interfaces épurées, claires, faciles à utiliser, ergonomiques,
Donc on s'était mis en recherche d'une nouvelle plateforme. Et parmi les plateformes, donc il y avait Bidis, il y en avait quelques autres. On a élaboré des tests avec des usagers, c'est-à-dire notamment des formateurs. Et puis c'est Bidis qui est sorti cette phase de test. Et donc on était à l'époque, on entrait en plein confinement, puisque c'est voilà, historiquement, c'est ce moment-là Ouais. pendant lequel on a choisi de changer de plateforme. Je ne sais pas si c'était l'idéal, mais en tous les Les cas, bons ça a souvenirs. fonctionné. Ou Et pas. donc, ben voilà, on a mis en place Bidis et puis on en est très content. Et je pense que l'essentiel, c'est que le public, les apprenants en sont contents aussi, parce que par rapport à d'autres Moodle qu'ils ont connus au lycée, notamment si je parle de notre principale population, les BTS, ils ont cette fois-ci une plateforme qui est vraiment intégrée dans une application sur leur smartphone, mais en plus qui a un aspect tout à fait actuel et puis qui est efficace, hein. Mais ça, l'efficacité, c'est vrai que c'est surtout nous que ça préoccupe, mais voilà. Donc Sûr. d'où le choix de Bidis et d'où le choix réitéré, puisque ça fait maintenant depuis 2021 qu'on l'utilise tous les ans. Alors, avant de rentrer un peu dans les cas d'usage de l'utilisation de cette plateforme, c'est quoi la couverture aujourd'hui? Tu l'as déployée pour combien de j'allais dire d'alternants, d'étudiants? Et est-ce que tu l'as déployée uniquement sur des filières spécifiques? Comment et pour qui vous l'utilisez aujourd'hui? Alors, jusqu'à présent, on l'utilisait essentiellement pour le BTS, puisque pour le BTS, parce que les formations professionnelles, les formations type Pôle emploi, et cetera, ministère du Travail, en fait, sont chapeautées par la région, sont financées via des crédits régions. Et la région Centre-Val de Loire, qui a été pionnière, en fait, dans le digital, proposait sa propre plateforme. Donc, on utilisait cette plateforme régionale pour ces formations-là. Ce n'est plus le cas, puisqu'ils ont décidé de plutôt aider les OF à avoir leur propre plateforme. Donc, probablement que dans les mois qui viennent, on va aussi utiliser cette plateforme Bidis pour ces formations-là aussi, qui sont plus courtes, hein, puisque ça va de 3-4 mois à 7-8 mois maximum, en fait, pour ces formations-là. Donc, c'est un autre mode d'usage, mais voilà, on va s'adapter. Quant aux licences master, alors les masters, on va pas forcément avoir une utilisation très continue de cette plateforme. Par contre, pour les licences et puis puisqu'on ouvre un bachelor à la rentrée 2024, pour le bachelor et pour les licences, on va aussi faire évoluer nos pratiques, parce que on a mis en place un système qui nous permet d'industrialiser la production en amont, mais avec des modèles qui correspondent au BTS. Ça signifie qu'il nous faut faire évoluer nos modèles pour correspondre à des licences et à des bachelors. Donc ça, on est en train de travailler dessus. Donc prochainement, nos licences, nos bachelors auront aussi des portions de leur formation qui se passeront via la plateforme. Ça marche. Et puis pour les formations sur mesure, en fait, ça dépend vraiment du projet élaboré en commun avec Ouais. l'entreprise. C'est quoi le mode de fonctionnement, Charlotte, sur Bidis? C'est quoi? C'est des briques de formation? Comment ça marche? Alors, nous, on a 3 volets sur Bidis. Il y a un premier volet. Alors déjà, on a un catalogue de contenu qui permet de récupérer aussi des contenus de formation. Nous, notre contenu un petit peu créé chez Bidis, c'est ce qu'on appelle la capsule. Donc, c'est un format qui a été pensé vraiment pour être très court, pour pouvoir prendre des formes différentes. On a de la vidéo, de l'infographie, des quiz. Enfin, c'est vraiment l'outil le plus court et le plus gamifié possible. Et donc, ce contenu-là, ensuite, on peut venir directement le diffuser auprès de différents groupes d'apprenants. Donc là, on peut imaginer différentes promotions, par exemple, pour l'utilisation côté Aftech. Et après, il y a tout un volet aussi animation du contenu. Donc, il y a la possibilité, par exemple, de créer des challenges, des battles, pour venir vraiment créer l'émulation, en fait, autour des contenus et puis ancrer cette connaissance, puisque chaque notion, du coup, pédagogique est suivie en général d'un quiz qui permet vraiment de venir ancrer cette information et permettre une montée en compétences beaucoup plus efficace. Est-ce que tu peux nous donner un cas d'usage, Yvonique, par rapport à un BTS comptabilité? Ouais, pas de souci. En BTS comptabilité, en fait, ce qui est quand même pour des spécialistes, une matière qui est un domaine qui est très exigeant, puisqu'il y a pas la place pour l'à peu près. On doit être très précis dans ce que l'on fait. On a des capsules qui commencent par une petite vidéo alors, beaucoup de vidéos commencent par un dialogue entre un maître d'apprentissage et son apprenti sur des points précis.
ce qui permet de fixer ces éléments-là dans une première impression, ou les premiers concepts, et ensuite on représente ces mêmes concepts, mais sous d'autres formes. C'est la vertu des outils digitaux, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir plusieurs formes, donc la vidéo, mais ensuite d'autres modes de présentation. Ça peut être des exercices, ça peut être des présentations textuelles, ça peut être des présentations visuelles, ça peut être des choses interactives, parce qu'il y a des tas de choses dans ces outils qui permettent de faire agir celui qui est en train d'apprendre. Et puis on termine bien naturellement par un quiz d'évaluation de manière, alors double utilisation, puisque le quiz d'évaluation, c'est que ça permet de vérifier, mais ça participe aussi de cette continuité de mémorisation des concepts principaux. Donc voilà, nous on a fait le choix de structurer des capsules, alors par rapport à la philosophie BDIS, un petit peu plus large, puisqu'on a des capsules d'1 heure découpées en 4 parties de 15 minutes. Et les 4 parties de 15 minutes permettent de segmenter les éléments et de travailler vraiment sur des micro-éléments phase par phase en fait. Donc à chaque notion, donc chaque partie, il y a un quiz d'évaluation. Donc par capsule, on a 4 quiz d'évaluation. Normalement, ça permet de verrouiller comme à peu près l'évaluation de l'acquisition des concepts. Et puis en plus, ça permet aussi de continuer à apprendre pendant qu'on est en train de faire le quiz d'évaluation. Donc ça marche plutôt bien. Ces capsules de formation, quel est leur rôle? Est-ce que c'est des capsules qui sont faites et qui doivent être suivies, passées par les étudiants avant un cours en particulier? Ou est-ce que c'est de l'apprentissage autonome en plus des cours? Ou est-ce que c'est dans le cadre d'un blended? Et puis, dernière question, est-ce que c'est certifiant? Est-ce que c'est noté au même titre qu'un devoir sur table, qu'une évaluation? Est-ce que c'est vraiment certifiant? Alors, la plupart de nos capsules sont, enfin, c'est pas la plupart, elles sont toutes intégrées au plan de formation, c'est-à-dire qu'elles sont obligatoires. C'est un cours comme un autre. C'est l'acquisition d'un certain nombre de concepts, c'est la manipulation de ces concepts, c'est parfois des cas d'application aussi, puisque on a des capsules qui sont réellement taillées de cette manière-là. Donc, en soi, c'est un cours comme un autre. C'est pas un complément, c'est vraiment un cours au même niveau que les autres dans le flux pédagogique. La particularité, c'est que sur certains champs disciplinaires, en fait, la capsule va servir de base et ensuite, il va y avoir éventuellement une mise en application si c'est ce qui est prévu par le formateur. On a en fait mis à plat tous nos plans de formation sur l'ensemble des champs disciplinaires et la capsule est placée précisément au moment où elle doit être et éventuellement, peut-être que certains formateurs parfois prévoient justement que la séance suivante, c'est une application de ce qui a été vu au cours précédent. Et si le cours précédent, c'est une capsule et on applique ce qu'on a vu dans cette capsule. C'est notamment le vrai pour la compta, puisqu'on évoquait la compta, en l'occurrence. Savoir en compta, c'est bien. Savoir dans quel numéro de compte il faut inscrire les choses, comment il faut l'inscrire, c'est bien. Mais le faire, c'est quand même là où il y a la vraie montée en compétences. Mais la capsule va servir de socle, en fait, à cette montée en compétences. C'est la base, en fait, d'apprentissage. Mmh. Et la mise en pratique permet de vérifier qu'ils n'ont pas seulement utilisé ChatGPT pour répondre à la capsule. C'est ça? Ouais, en l'occurrence, ChatGPT ne leur sert pas à grand-chose dans la plateforme BDIS. Pour la compta, pourquoi pas? Ils ont l'info dans la capsule, donc ils n'ont pas besoin de la chercher dans Non, ChatGPT. mais je disais ça par rapport aux réponses à apporter au quiz. Ouais, tout à fait, mais ce sera plus rapide pour eux de le faire en direct et puis surtout, ce sera plus salutaire, ça respecte plus le besoin du moment, c'est-à-dire d'apprendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que c'est complètement intégré au parcours. Donc, de toute façon, tu as 100% d'adhésion des étudiants parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont obligés d'utiliser. Alors, comme ils sont obligés d'utiliser la question, et c'est un peu la même question qu'on a souvent en entreprise, j'imagine qu'à l'école, tu leur fournis pas des téléphones. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un minima un téléphone. Alors ça, ce sont des contingences matérielles auxquelles on a pensé depuis longtemps, mais c'est vrai que ça s'est vraiment concrétisé avec le confinement, puisqu'on a dû mettre tous nos étudiants chez eux ou ailleurs, hein, peu importe, mais on les a mis à l'extérieur de l'établissement. Par contre, on a assuré la continuité pendant toute la durée de ces événements.
avec réussite d'ailleurs à l'examen, puisque nos taux de réussite n'ont absolument pas bougé pendant cette occasion-là, et même si on les compare aux autres concurrents, hein. Donc les lignes n'ont pas vraiment bougé. Et donc on est plutôt bien équipé sur place, c'est-à-dire que s'ils veulent faire la capsule avec nos matériels, donc Ouais. des ordinateurs, des tablettes, on a un certain nombre quand même de matériel à l'intérieur de l'établissement, ils peuvent le faire dans les espaces dédiés en fait. Donc, il n'y a pas de raison en fait qu'ils aient pas le. Et puis il faut avouer une chose, c'est qu'on a vu, depuis, 6-7 ans, on a vu une évolution sur le taux d'équipement de nos étudiants. On est sur des étudiants post-bac nous, hein, essentiellement pour, Ouais, ils sont la équipés à 100. majeure partie de nos enseignements. Donc ils sont pour beaucoup équipés d'ordinateurs, déjà parce qu'ils viennent en cours avec leurs ordinateurs pour Ouais. prendre des notes directement dessus. Bon, nous on travaille beaucoup avec la suite, MS 365, donc ils prennent des notes sur Teams, sur OneNote, et cetera. Donc nous, on fonctionne beaucoup avec ça en termes de partage et puis de travail collaboratif aussi lorsqu'on les met en travail collaboratif. Donc le matériel, ça pose pas de gros soucis. Les smartphones, il faut rappeler que nous, on travaille sur de l'alternance, donc nos étudiants, ont une activité en entreprise et ils sont rémunérés pendant leur formation. Donc, généralement, ils ont à minima un smartphone suffisamment moderne pour pouvoir suivre les capsules sur le smartphone avec les applications dédiées. Mais sinon, on a le matériel pour suppléer à ce besoin aussi au sein de l'établissement. Charlotte, Peut-être pour c'est plus oui. vraiment un problème, ça, le matériel aujourd'hui? Non, le matériel, c'est plus un problème. Aujourd'hui, c'est vrai que on se rend compte, nous, on a pas mal de chiffres en interne sur le fait que les modes d'apprentissage changent, pardon, les modes d'apprentissage sont en train de changer. On remarque que le temps d'attention a complètement réduit. D'ailleurs, il y a une petite statistique, moi, qui m'avait frappée, c'est qu'une vidéo de plus de 2 minutes, on voit qu'en fait, une vidéo de 30 secondes, il y a 80% des gens qui la terminent. C'est voilà, le format court et interactif. Et dès que les vidéos aujourd'hui dépassent les 2 minutes, voire même 3, 4, 5 minutes, on voit que ce chiffre passe à 30%. Donc il y a vraiment une évolution aujourd'hui des modes d'apprentissage, des modes de contenu déjà, et surtout cette nouvelle génération qui va consommer du contenu toujours plus court et toujours plus impactant. Et c'est aussi comme ça qu'on l'a pensé Bidis, pour avoir vraiment quelque chose qui va ressembler un petit peu au contenu qui est déjà ingéré en fait en temps normal par les apprenants. Et aussi en termes d'appareils disponibles. Bidis est disponible évidemment sur ordinateur, donc côté front web, et aussi sur une application pour avoir vraiment cette complémentarité, pour que l'apprenant puisse avoir le choix aussi de son côté, sous réserve que l'entreprise autorise bien sûr l'utilisation du smartphone. Mais voilà, on a vraiment tous ces appareils-là qui sont accessibles pour s'adapter à ces nouvelles façons d'apprendre. Alors, comment on se structure, Yvonique? Parce que finalement, j'imagine qu'il faut des moyens pour créer ces capsules, ça tombe pas du ciel. Donc, comment ça s'organise? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu opères tout ça? Oui, ben, en fait, la question s'est posée au départ quand on a décidé de passer à la vitesse au-dessus, c'est-à-dire à la charnière entre 2019 et 2021. La question était de est-ce qu'on achète des contenus déjà existants? Est-ce qu'on les fait fabriquer par une learn agency? C'est possible aussi. On a fait le choix d'avoir notre équipe interne de production. Pour une raison toute simple, hein, c'est qu'on s'est dit, quand on produit, on n'a pas l'assurance de produire exactement ce qu'il faut parfaitement dès Mmh. le premier jet. Si on doit refaire, en fait, on va retourner vers un prestataire externe, et si ce prestataire externe, notamment, produit de la vidéo avec des êtres humains, le risque est que l'être humain ne soit plus disponible pour produire ce contenu. Ouais. On avait discuté en l'occurrence avec un grand producteur de serious game, de la scène française. Je ne citerai pas le nom, mais je pense qu'on y pense tous, hein, l'une des plus grosses boîtes à l'heure actuelle, qui est basée dans notre région d'ailleurs, on trouvera facilement. Et en fait, le risque, il est là, c'est que le prestataire acteur en fait n'est plus disponible. Ensuite, il Mmh. faut revenir vers la learn agency. Il y a une question de délai, il y a une question de coût. Donc, on a produit en interne. Alors, on a constitué une petite équipe de production pure elle-même, hein, donc avec un motion designer graphiste, et on fait de l'intégration aussi, on fait de l'intégration nous-mêmes. On a également un responsable audiovisuel qui s'occupe du montage, qui s'occupe de la production des voix, à la fois des voix enregistrées, mais aussi on utilise des outils de synthèse vocale pour produire, parce qu'il y en a certains qui sont très bons maintenant, pour produire les voix pour nos vidéos d'animation. Voilà, donc
production interne. Pour la conception des storyboards, en fait, suivant les besoins qu'on définit annuellement, en fait, on va aller voir des formateurs, nos formateurs, et ce sont nos formateurs qui vont concevoir les storyboards, parce que qui mieux qu'eux-mêmes ne peuvent produire ça en fonction à la fois de nos besoins de terrain, en fonction de la connaissance de la cible que sont nos apprenants, et puis en fonction forcément de la petite note interne, puisque chaque établissement a un petit peu sa marque pédagogique. Donc il nous semblait intéressant aussi d'avoir cet apport-là dans les productions. Puis quand on a une retouche à faire, Mmh. parce qu'un domaine évolue, on parlait de la comptabilité tout à l'heure, la comptabilité, il y a forcément de la maintenance à effectuer régulièrement dessus, parce que les textes de loi changent, les procédures changent. Donc on peut le faire d'autant plus qu'on va aller retrouver la ressource de conception qui était la formatrice ou le formateur. Bon, en fait, on n'a que de la plus-value à produire en interne. Alors, après, au niveau des coûts, ça coûte un peu moins cher de produire en interne, mais encore une fois, il faut avoir ou trouver ou engager les ressources humaines qui correspondent. Mais c'est pas insurmontable, en fait. Et nous, c'est vrai qu'on y trouve beaucoup d'aisance parce qu'on a une capacité à réagir relativement rapide, en fait. Mmh. Après, Après, oui, pardon. excuse-moi Charlotte, il y a aussi un autre aspect entre faire appel à une agence et le faire en interne, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus engageant quand c'est produit par l'interne de faire votre tambouille, c'est plus vrai, que d'aller chercher une agence à qui il va falloir tout expliquer et puis qui va appliquer une charte, des fois, à mon sens, peut-être même un peu trop lookée par rapport Mmh. à l'image de l'entreprise. Et aujourd'hui, on sait que dans tous les types de communication, ce qu'attendent aussi bien les étudiants que les apprenants en général, c'est d'avoir quelque chose le plus proche possible de leur réalité. Donc c'est peut-être aussi plus vrai quand c'est fait par l'interne. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. C'est ne serait-ce que quand on fabrique une capsule avec un cas d'usage, comme ce sont nos formateurs qui les storyboardent, le cas d'usage va être directement en lien avec soit le territoire, parce que ça peut être lié au territoire géographique, tout simplement, mais ça va être lié aussi à la réalité du terrain telle que nous, on la connaît dans les entreprises, puisque étant en alternance, en fait, on a une relation étroite avec nos entreprises partenaires, celles qui accueillent les étudiants. Donc, forcément, on tient compte de tout cela pour la production. Et c'est vrai que nos capsules sont l'expression d'Aftech Formation. Un autre établissement qui fabriquerait les mêmes capsules pour son établissement les fabriquerait autrement, non seulement au niveau de l'aspect, mais au niveau de la structure même. Donc cette structure, elle répond aussi à ce que nous sommes, et au territoire, et à nos cibles, Ouais. nos cibles d'étudiants, et puis nos partenaires entreprises également. Donc oui, tout à fait. Il y a une plus grande reconnaissance de la part de nos apprenants du fait que ce sont nos capsules, ce sont les capsules d'Aftech Formation. Tout à fait. Je suis d'accord avec cette affirmation. Ouais, tout à fait. Charlotte? Oui, c'était juste pour compléter un petit peu au niveau produit. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que Bdiz aujourd'hui, notre plateforme a été pensée aussi pour envisager plusieurs scénarios. Donc il y a le scénario qui est utilisé par Evonik, qui va être vraiment d'implémenter du contenu qui va être créé à l'externe. Il faut savoir qu'on a un outil qui permet un déploiement, une implémentation facilitée de contenu. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait implémenter un PowerPoint ou un PDF sur Bdiz et c'est retranscrit en temps réel sous format capsule. Les quiz peuvent être générés aussi automatiquement avec l'intelligence artificielle. Enfin, ça a aussi été pensé pour pouvoir gagner du temps de ce côté-là. Et sinon, pour ceux qui ont directement des équipes pédagogiques en interne chargées de créer ce contenu, il y a l'outil auteur qui est là, avec une intégration aussi pour pouvoir permettre de designer vraiment la capsule et d'apporter justement l'essence un petit peu de l'entreprise ou de l'organisme de formation, avec la charte, avec tout le design qui va avec. Comment tu monitores les évaluations dans Bdiz, Evonik? Tu as un tableau de bord, des reporting? Comment ça se passe? Ouais, tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. La politique de Bdiz, en fait, nous a plu aussi au départ, c'est-à-dire qu'il y a on a plusieurs informations qui ressortent d'une capsule effectuée, en fait. On a d'abord le fait qu'elle ait été effectuée. Je pense que c'est la première chose importante, la La complétion. base.
Mmh. Alors nous, on a aussi du fait qu'on a implémenté, ces capsules, on les a intégrées dans le plan de formation, elles doivent être faites dans un temps donné, en fait. Donc elles sont sur les plannings, de nos apprenants, les plannings hebdomadaires, elles sont identifiées et elles doivent être faites en priorité sur ces plages horaires. Maintenant, on donne une latitude sur la semaine de Ouais. formation pour terminer une capsule. On a tous la possibilité d'avoir un empêchement à un moment donné. Le fait de faire de la formation digitale asynchrone permet justement cette latitude de bouger un peu les lignes. On ne souhaite pas les bouger trop parce que, encore une fois, on est centre de formation par alternance, c'est-à-dire que l'entreprise, on lui doit des comptes en termes de temps de formation de l'apprenant qu'elle nous confie. Donc, on utilise à la fois la complétion, la date de complétion. C'est important parce que ça nous fait dire que l'apprenant l'a faite dans les temps. Alors, les temps, c'est au maximum dans la semaine où cette capsule est placée. Puis, il y a troisième chose, c'est en effet le score. Le score nous indique un niveau de réussite. Donc ça, c'est une information qui n'est pas administrative, qui est pédagogique. Donc celle-là, elle va être réutilisée par le formateur, la formatrice, pour déterminer si, sur un groupe donné, les concepts ont été acquis majoritairement, totalement, ou pas du tout. Et à ce moment-là, ça signifie qu'il faut envisager de nouveau une surcouche en synchrone lorsqu'elle Parce revoit que le la contenu. la capsule, tu la passes une fois, tu es évalué et tu peux pas la rejouer. Tu as pas tes réponses tout de suite. Si, en fait, Si? on a fait le choix aussi d'ouvrir les capsules dès l'entrée en formation à un individu qui est raccroché à un groupe donné et de laisser cette capsule jusqu'à la passation de la certification, en fait. OK. C'est-à-dire qu'un étudiant ou une étudiante qui veut réviser l'ensemble des capsules qu'il a faites, alors pour le BTS en l'occurrence sur 2 ans, il peut tout à fait réviser ces champs-là à partir de la capsule même. Bon, en plus, il y a une fonction qui est très bien sur Ubidi, qui s'appelle mémorisation, qui permet justement de faire mouliner la machine pour qu'elle propose un petit peu aléatoirement des contenus qui viennent des Ouais. capsules déjà faites. Alors, Donc une c'est très question que je bien. t'ai pas posée par rapport à ton plan de formation global. Les capsules en tant que telles, dans le BTS par exemple, ça représente combien de pourcentage de l'apprentissage global du cursus? Alors ça va dépendre ça va dépendre de la certification, ça dépend du diplôme, en fait. Sur les diplômes, des domaines de vente, hein, donc BTS, NDRC, MCO, où on a, énormément d'étudiants, en fait, on a développé énormément de capsules sur ces champs-là spécifiques. On doit être en NDRC, on doit être à 20 heures à peu près. Sur du MCO, on doit être à peu près à 20-30 heures aussi. À cela s'ajoutent les capsules transversales, puisqu'il y a des champs disciplinaires qui sont transversaux à pratiquement tous les BTS. Je pense notamment à la culture économique, juridique et managériale, où là, on a une trentaine de capsules, mais qui servent pratiquement à tous nos BTS. Donc ça s'ajoute. Le pourcentage, on est aux alentours de 4 à 6 sur Ouais. du BTS NDRC, MCO. Après, on y va avec circonspection. L'objectif n'est pas de mettre un pourcentage. Alors, le pourcentage, il existe en sortie, mais l'objectif n'est pas d'atteindre un pourcentage. L'objectif est vraiment de trouver à quel moment, sur quel concept, la capsule digitale va réellement servir et va finalement remplir un office qui dégage le formateur de cette obligation de Ouais. transmettre et Mmh. qui le met plus dans une position où il va être celui qui aide à acquérir. C'est-à-dire qu'il est plus dans ce qui est l'essentiel finalement dorénavant, hein, de la relation pédagogique, il est dans la relation humaine. Aider l'apprenant à acquérir. Et pas forcément dans transmettre, puisque le descendant, en fait, alors d'abord, ça marche plus trop avec nos publics, ça marche de moins en moins, mais en plus, finalement, le transmettre, est-ce qu'on peut pas le déléguer justement au digital? Et finalement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Pardon. À quel moment, sur quel concept, le digital va être plus efficace ou aussi efficace? Et à ce moment-là, le formateur, bah, il peut se concentrer sur, au Ouais. contraire, l'acte d'acquérir la compétence. Comment est-ce que je peux aider cet individu précis, dans ses difficultés, à manipuler ses concepts pour qu'il réussisse? Donc Combien c'est de un petit peu capsules vous avez créées depuis 2021? pardon. Alors on a créé on en a créé,
un certain nombre. D'actifs, à l'heure actuelle, on en a 156, donc on a 156 heures à disposition, puisque nous, on travaille en heures. Et chaque année, on en crée, puisque là, on va commencer janvier 2024 la 4e campagne. Donc, on en crée entre 40 et 50 chaque année. Donc là, on devrait probablement atteindre les 200 capsules au mois de juin 2024, à disposition à partir de septembre 2024. Et là, pour l'instant, on est à 156 capsules. Est-ce que ça demande une formation spécifique d'être entre guillemets créateur de capsules? Est-ce que c'est ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt intuitif? Alors, nous, c'est vrai que là, on a divisé le problème, c'est-à-dire que nos concepteurs ne sont pas directement en production sur l'outil. Ils sont storyboarders, c'est-à-dire qu'ils vont créer finalement les canevas, ils vont remplir les canevas avec le contenu savant, puisque ce sont eux les experts. Donc, ils vont nous apporter leur expertise, concevoir les contenus, les faire entrer dans des storyboards, des modèles en fait, puisqu'on a un certain nombre de modèles qu'on a développés sur les bases, on a essayé de travailler sur les bases de la neuropédagogie pour établir nos modèles. Ils remplissent ces modèles et ensuite, nous, l'équipe de production, on pilote la production en elle-même et l'intégration dans Bidiz. Donc, la compétence finalement dans ce cadre d'utilisation du concepteur, c'est son expertise qui l'amène, puisque finalement, remplir des documents, c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai que certains des établissements choisissent plutôt de mettre en position finalement de producteurs les formateurs. Je pense pas que ce soit trop difficile. D'ailleurs, on a formé certains collègues qui souhaitaient produire leurs propres capsules pour leur usage propre par rapport à leur groupe. On peut penser notamment des formateurs qui veulent produire des petits éléments de révision après leur propre cours en synchrone. C'est d'ailleurs une demande qui nous est revenue l'année passée, enfin en 2023, et qu'on va adresser à partir de janvier 2024. On va de nouveau faire un cycle de formation de nos formateurs qui le souhaitent pour utiliser les outils auteurs, cette fois-ci à l'intérieur de Bidiz, puisqu'on ne va pas les mettre sur nos outils auteurs qui sont un peu plus complexes à utiliser, mais sur les outils auteurs de Bidiz, de manière à ce qu'ils produisent eux-mêmes leurs propres capsules en autonomie. Concrètement, on l'avait déjà fait lorsqu'on a lancé la capsule. On avait effectué des petits ateliers d'1 heure avec ceux avec les formateurs qui étaient en face de nous, et en 1 heure, en fait, on maîtrise l'essentiel, en fait, sans problème. C'est justement la grande différence par rapport à des plateformes pléthoriques comme Moodle, puisque Moodle, on a formé aussi à l'époque nos formateurs à l'usage de Moodle, et c'était beaucoup plus long. Il fallait une demi-journée, en fait, pour commencer à former un concepteur sur Moodle. Sur Bidiz, en fait, en 1 heure, on le met à la route, sans aucun souci. Et du coup, je me pose la question, comme tu es sur une population d'alternants qui sont confrontés à des problématiques métiers. Ah, je vous ai perdu. Qui sont confrontés à des problématiques métiers. Est-ce qu'on pourrait même imaginer que les alternants aient accès à une sorte de forum sur Bidiz où eux-mêmes puissent créer des petits contenus pour se les partager entre eux en mode retour d'expérience, j'ai travaillé sur tel projet, voilà comment ça se passe. Charlotte, c'est possible ça? Bien sûr que c'est possible. Alors, je crois avoir compris que c'était le projet un petit peu pour 2024 du côté de l'AFTEC. Effectivement, sur Bidiz, on a aussi on a pensé notre produit. La transition est très belle. On a aussi pensé à créer notre produit, alors ce qu'on appelle un peu le social learning, mais que ce qui va être, enfin, on a des fonctionnalités aujourd'hui pour venir capter un peu toute la connaissance informelle qu'il y a directement entre les apprenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un apprenant, il peut directement sur l'application ou même sur la partie front créer ce qu'on appelle un tips, donc qui est un format encore plus court, encore plus condensé, qui peut être une tips question, il peut poser une question directement en live, il peut partager une connaissance, un savoir, un retour sur expérience et aussi un retour vidéo, donc directement sur son smartphone. Et ça a un intérêt parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une transmission de connaissances beaucoup plus horizontale, on se rend compte que c'est beaucoup plus pertinent. Ça favorise vraiment la montée en compétences et c'est quelque chose qu'on développe et qui fait partie aussi de l'essence de notre produit et qui est un projet du coup du côté de l'AFTEC. Oui, tout à fait, je vais reprendre la main, Charlotte. Exactement, oui. C'était une réflexion qui a eu lieu l'année dernière, puisqu'on s'est dit qu'il nous manquait un étage, en fait. L'AFTEC Formation est présent sur 3 sites, Orléans, Tours, Chinon.
Et on a des diplômes qui sont présents sur plusieurs sites. On a notamment le BTS NDRC qui est présent à Tours et à Orléans, le BTS MCO également, le BTS SAM. Donc on a un certain nombre de certifications qu'on prépare à la fois à Orléans et à Tours. Et on s'est dit, c'est dommage que les étudiants s'entraident finalement au sein de l'entité groupe uniquement. C'est rare que ça dépasse ce champ-là. Pourquoi ça ne dépasse pas ce champ-là, ce périmètre? Tout simplement parce que ce n'est pas outillé. Et on lorgnait depuis quelques temps les fonctions de social learning de Biddies, et on s'est dit que la pédagogie, puisque c'est le nom français pour social learning, la pédagogie était une méthode pédagogique qui fonctionnait, qui fonctionne pas en contradiction avec ce qu'on fait habituellement, mais qui fonctionne en surcouche, en éléments supplémentaires, qui est en quelque sorte un phénomène qui va décupler en fait ce qu'on fait dans la relation pédagogique classique du sachant et puis de celui qui apprend. Et l'objectif, c'est en 2024 de commencer à mettre en œuvre le social learning dans Biddies de manière à créer des communautés de partage, mais non plus finalement naturellement et en présentiel au sein du groupe, mais en dégageant la notion de groupe et en faisant des plus grosses communautés avec, par exemple, tous les BTS, mais pas simplement les BTS d'Orléans et d'un côté les BTS de Tours, mais ce qu'on aimerait produire comme effet, c'est avoir tous les BTS NDRC de Tours et d'Orléans qui s'entraident. Alors, les tips questions sont vraiment symptomatiques à ce niveau-là. C'est un étudiant peut poser une question et un autre étudiant va lui répondre. Alors bien entendu, ça nécessite tout de même une supervision, que quelqu'un surveille ce qui se dit et qui est un expert. Donc il faudra quand même une collaboration avec les formateurs. Mais en termes de supervision, ce n'est pas eux qui sont en position de donner à ce moment-là. Ils sont simplement en position de rectificateur si une bêtise est dite, hein, parce que bon, voilà, ça c'est humain. Mais que ce soit les étudiants qui, entre eux, se donnent des coups de main. Et puis quelqu'un qui a conscience qu'il sait quelque chose qui peut servir, qu'il puisse de lui-même aussi produire un petit tips, produire une information pour dire, bah voilà, pour ça, il faut on peut faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais comme ça, je fais comme ça. Et puis, et puis le partager, en fait, le partager au sein de la communauté. Donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place à partir on va commencer petit au départ, hein, naturellement, puisqu'il va faire un test. Ça, on ne l'a pas utilisé pour l'instant, donc je ne dirais pas qu'on va dans l'inconnu, mais on va tester, on va expérimenter avec un petit panel et voir comment on peut mettre ça en place pour l'ensemble de l'établissement. Quand je dis l'ensemble de l'établissement, c'est l'ensemble des sites, en fait. Donc ouais, ça fait partie de nos axes de développement pour 2024. Parce que je pense que c'est une petite couche qui va apporter du plus encore pour la montée en compétences, justement. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants, ils collaborent déjà entre eux, en fait. Donc là, l'idée, c'est de leur donner aussi l'espace un petit peu sécurisé et centralisé pour le faire, d'avoir effectivement la main sur ce qui est partagé en direct. Donc, on peut imaginer un espace un peu de modération du côté des formateurs pour venir compléter un peu tous les savoirs qui sont transmis. Et puis, l'idée, c'est aussi, côté AFSEC, de pouvoir capitaliser sur certaines connaissances qui sont transmises. Nous, aujourd'hui, les tips, on est capable de les réintégrer dans des capsules. On peut imaginer une capsule qui a été co-construite en quelque sorte avec les apprenants, où chacun amène sa pierre à l'édifice et où on a vraiment une capsule très complète avec des connaissances à la fois descendantes et beaucoup plus horizontales qui viennent des apprenants eux-mêmes. C'est un peu le Tinder de la formation, Biddies, en fait. Exactement. Que des surprises. C'est le même principe, en fait. C'est le même principe, tout à fait. Tu crées des communautés et bon, là, effectivement, il faut un peu de modération, mais en fait, ça marche aussi bien là pour les étudiants que ça marche en entreprise pour des collaborateurs qui auraient à créer des contenus. Ça marche hyper bien en entreprise, par exemple sur des franchises, sur des boutiques. Il y a pas mal de tips qui sont créés par franchise, par secteur géographique. On a vraiment cette collaboration de boutiques à l'autre bout de la France qui partagent des tips, qui montrent par exemple comment est-ce qu'elles agencent leur boutique, comment est-ce qu'elles agencent leur bureau, etc. Et ça, tout ça, c'est réutilisé aussi dans les capsules directement par les managers et ça crée vraiment une communauté qui est grandissante. Et l'information qui circule. Top. Est-ce qu'on a une question? Oui, on a une question de David qui nous dit comment développer l'implication des formateurs et des tuteurs au sein des communautés. Faut-il le faire ou laisser les étudiants entre eux? Ça, je pense que oui, c'est à la discrétion de l'entreprise, je pense. Hein. Tout est possible, en tout cas côté outils.
je pense qu'il faut, et c'est justement pour ça qu'on n'y était pas allé jusqu'à présent, il faut penser cette manière d'organiser des communautés de partage, il faut le penser, établir une politique interne, c'est-à-dire qui va faire quoi, jusqu'où on intervient, quelle est la limite de liberté qu'on donne, parce que ça aussi c'est important de déterminer ça. Alors nous, dans un centre de formation, on a des jeunes gens de 18 à 22-23 ans, donc qui sont en phase d'autonomisation, donc ça fait partie aussi de notre rôle éducatif de les aider à prendre cette autonomie. Donc si on sert trop, ben, on leur retire justement cet apport-là. En même temps, si on laisse trop de mou, ça peut rapidement dériver aussi, puisque ce sont des jeunes gens et voilà, on se rappelle aussi notre jeunesse, on a aussi poussé parfois des limites. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Dans une entreprise, je pense que le problème, il est différent. On Pas n'est pas, toujours. comment? On n'a pas toujours, il y a certaines entreprises, par exemple, pour des raisons de sécurité, qui veulent aussi avoir la main justement sur tout ce qui va être transmis en interne. Et du coup, il y a cette fonctionnalité de modération, en fait, de prévisualisation des commentaires, de validation, correction. Et ensuite, ça apparaît sur le flux côté apprenant. Donc, pas toujours. Hein. En entreprise, c'est pas forcément... N'oublie pas, Yvonique, que tes étudiants, 6 mois après, ils sont en entreprise. Hein. Donc, ils n'ont pas pris une grande maturité toujours. Ok, top. Tout à l'heure, tu as abordé un point, je voudrais qu'on conclue sur cet axe. Tu as dit on s'est inspiré de la neuropédagogie. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Alors oui, la neuropédagogie, c'est ce qui a un petit peu, alors c'est pas uniquement une évolution de terme, hein, c'est une évolution aussi de pratique. C'est ce qui a pris la suite de ce qu'on a appelé les sciences cognitives, qu'on appelle encore les sciences cognitives. Certains y tiennent d'ailleurs. La neuropédagogie, c'est une des branches finalement des sciences cognitives. C'est une branche qui s'appuie sur les avancées des neurosciences, c'est-à-dire ces sciences qui étudient le fonctionnement physiologique du cerveau, puisque maintenant avec tous les systèmes d'imagerie, on arrive à voir le cerveau en fonctionnement, les influx, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et grâce à, en même temps, des tâches que l'on demande, des tâches mentales que l'on demande de faire, on arrive à déterminer quelles sont les zones du cerveau qui s'activent, etc. Bon, je schématise un petit peu, hein, les spécialistes en neuropédagogie, s'il y en a dans l'auditoire, m'en voudront pas. Et donc, la neuropédagogie, en fait, elle récupère ces apports-là pour intégrer ça dans les pratiques pédagogiques. Qu'est-ce qui, dans ces apports de neurosciences, nous donne des indications sur comment mieux faire en pédagogie? Donc c'est ça la neuropédagogie, hein, tout simplement. Alors on a quand même quelques sommités en France. J'en citerai qu'un seul parce que je les connais pas tous, hein, mais c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec Pascal Roulois, qui est un enseignant-chercheur sur le domaine. Et voilà, il y a des choses qui sont venues confirmer nos intuitions en cognition, et puis des choses qui sont venues donc infirmer, confirmer. Et il y a des choses qui, on sait maintenant, c'est faux, ce qu'on appelle les neuromythes. Donc les neuromythes, c'est des choses qui étaient acquises depuis parfois des siècles. On disait, bah oui, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre tête. Et en fait, les neurosciences ont démontré que ça n'est pas vrai. Donc voilà, la neuropédagogie, c'est ça, c'est récupérer les apports des neurosciences pour voir ce que ça apporte en termes de relations pédagogiques. Donc c'est pareil, les principes de mémorisation, en fait, on sait maintenant que la courbe je vais pas retrouver le nom, la courbe de mémorisation et d'oubli, en fait, elle est vérifiée par l'expérimentation, etc. Voilà, c'est ce genre de principe. Top. Eh ben, écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Je vous remercie. Tu vois, Yvonique, c'était un très bon premier webinaire, finalement. Oui, je vous remercie à tous les deux. Très bon baptême. Merci, Charlotte. Merci beaucoup. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver demain matin sur MyRHline. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.